Eh bien, bonjour. Bonjour. Alors, je suis enchanté de vous voir. Alors, excusez-nous encore pour ce léger problème. Du coup, on va faire un petit questionnaire qui va un petit peu vous présenter. Oui. Tout d'abord, on est dans l'enceinte d'un établissement de l'éducation nationale, donc j'aimerais peut-être commencer par en savoir un peu plus sur les études que vous avez fait, savoir comment vous avez commencé. Bac punk, deuxième année. Non, en fait, moi j'ai arrêté au bac. Parce que je voulais être prof d'histoire et à l'époque on m'a dit tout ce qui est prof, histoire, ça va pas marcher, l'avenir est à Internet, à l'informatique. Et on est en 79. Quand c'est comme ça, j'ai presque 16 ans. C'est le moment de prendre des décisions sur l'avenir. Donc je vais quand même me garer sur une voie littéraire parce que j'aime ça, en sachant qu'après mes études, je n'ai rien qui m'attend. Donc j'ai profité d'un voyage ou deux de correspondance pour traîner mes guettes sur Bristol, Bath, en Angleterre. Je suis revenu avec des appétits de musicien rock. J'ai créé un groupe de rock assez rapide en Bretagne. Après cela, qu'il fallait quand même gagner sa croûte, je suis devenu ouvrier fromager dans une laiterie à Rostronin. Et puis en même temps, François Mitterrand est élu. Il lance les radios libres. Et il y a une radio libre qui s'installe à côté de Rostronin, Saint-Nicolas, qui s'appelle Radio Craze-Braze, qui cherche des animateurs, entre guillemets. En fait, c'était pas animateur, fallait tout faire, c'était génial. Et c'est là que je fais mes premiers reportages sur le terrain. C'est l'époque où il y a des ouvriers laitiers, des camions de lait, c'est l'époque des quotas laitiers qui sont pris en otage dans les fermes, pour des tas de raisons, et où, comme c'est free zone à l'époque, donc on a carte blanche pour tout faire, ça c'est génial. Donc on part à deux, un ami qui est bretonnant, qui est journaliste, et moi qui suis complètement débutant là-dedans, et qui fait la même chose mais en français. Donc j'apprends mon métier sur le tas, et c'est génial, parce que là j'ai vu un monde qui disparaissait, c'est clair. Et puis, étant né à Rostronin, je ne sais pas si le FLB ça vous parle, mais vous savez, dans la vie, il y a deux sortes de personnes. Il y a ceux qui ne se posent pas de questions et ceux qui s'en posent. Quand on se pose des questions, eh bien, on va choisir aussi des métiers en conséquence. À l'époque, quand j'étais enfant, il y avait des bombes qui explosaient. On a été privé de télévision pendant quelques mois parce que l'émetteur de Rock Trédudon a sauté. La perception à 200 mètres de chez moi a sauté. Et il y avait des FLB et RB partout. Donc politiquement, c'était un contexte assez lourd. Donc on vivait là-dedans. C'était en même temps la guerre froide, parce que maintenant on vous parle beaucoup de Poutine et de Trump, mais on avait la guerre froide. Et franchement, quand on est ado, à l'époque où tous les 5 minutes on vous disait que vous alliez prendre un missile sur la figure, c'était pas marrant. Enfin bref, donc formation, bac, ouvrier laitier, journaliste, Radio Craze-Braze en fait. Voilà. D'accord. Très bien. Ensuite, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de nos études. Donc, on est ici à l'IUT de Lannion. Juliane et moi, nous sommes dans le département MMI. C'est pour métier du multimédia et de l'Internet. Dans notre filière à nous avons du marketing, de la réalisation graphique. Nous avons aussi de la production audiovisuelle. Plein de matières, on a aussi un petit peu de code, tout ça. J'aimerais savoir, est-ce que à l'époque, ça vous aurait intéressé d'intégrer ce secteur-là? Oui, oui, évidemment. Si justement, comme on m'avait dit à la sortie de la troisième, tu pourras devenir ou réalisateur ou journaliste, on va t'apprendre à manier des caméras, évidemment. Alors là, j'aurais plongé direct. On n'avait pas tout ça. Moi, j'ai appris à cadrer avec mon père, qui aurait pu lui être photographe professionnel. Il m'avait acheté, quand j'avais 9 ans, un Lubitel. Et c'est des petits appareils qui font des photos en 4K, en 4 tiers, pardon. C'est l'époque de l'argentique, donc on ne sait pas quel est le rendu de la photo. Donc on doit absolument tout penser les paramètres. Bien sûr. J'aurais peut-être pas perdu tout le temps que j'ai perdu à faire d'autres choses. D'accord. Parce que j'en ai fait des... vous avez déjà un petit peu expliqué du coup comment vous avez connu la radio, mais est-ce que ma question portait sur comment êtes-vous rentré dans le monde de la radio, mais est-ce que vous avez connu d'autres personnes qui vous ont conseillé quand vous avez entendu parler de cette radio Craze-Braze? Non. D'accord, c'était directement en fait, à sa création. En fait, à l'époque, je jouais dans un groupe de heavy metal que j'avais créé,
et on tournait pas mal. Le guitariste du groupe était objecteur de conscience à Radio Crazy Braze. Et il m'a dit, il cherche quelqu'un. Et mon collègue guitariste, lui, il n'était pas très intéressé par l'aspect, on va dire, je sais pas comment dire, dur du journalisme. Moi, ce qui m'intéressait, j'étais touché par ce qui se passait, vraiment. D'accord. Parce qu'il y avait des arrestations, parce que très vite sont venus aussi des problèmes avec c'était pas des problèmes, mais les histoires des Basques en Centre-Bretagne. La politique s'est mêlée à ça, et la radio Crazy Braze a toujours été une radio politique. D'accord. Voilà, c'est pas une radio pouce-disque. Hein. À l'époque, il n'y avait pas de pub quand on a commencé, donc l'argent n'arrivait pas. C'est vrai que ça, donc c'était que du militantisme, quoi. D'accord. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu qu'est-ce que ça vous a apporté donc d'avoir débuté avec Radio Crazy Braze? Qu'est-ce que ça vous a appris? Tout. À tout. La démerde, à être rigoureux sur le matos. Je vais vous raconter une anecdote tout à l'heure. Ça m'a appris les gens, à être au contact, à rentrer en empathie avec les gens. Vous ne pouvez pas interviewer quelqu'un. C'est bien de préparer il y a un moment donné, quand vous faites un interview avec une personne, il faut que vous ayez un contact, on va dire, beaucoup plus humain que celui qui est derrière les fiches et les questions. Il faut rentrer en résonance avec la personne. Quand vous voulez aller aux profondeurs des choses, si vous voulez que cette personne se confie à vous, il faut que vous rentriez en empathie, en résonance avec. Alors bien sûr, tout ce que vous avez préparé avant, ça sert évidemment. Mais à un moment donné, pour ouvrir certaines portes, en tout cas, il faut vraiment... Et quand vous êtes avec des paysans qui vont peut-être crever demain parce qu'ils n'ont plus d'argent, ou des gens qui savent à peine parler français, mais qui ont tellement de choses à dire, qui parlent très bien breton et qui lisent très bien le breton, et que vous voulez défendre ça aussi, il faut que vous ayez une certaine sensibilité. D'accord. Voilà. Et je vous parle d'une anecdote. Je n'en suis pas très fier, mais Léo Ferré vient à Perros-Guirec. C'est une immense, vous ne connaissez peut-être pas Léo Ferré, mais c'est une immense star de la chanson française. Et on me dit, vas-y, c'est toi qui y vas. J'étais jeune, on prend le matos, on prend le magnéto. Il est dans un hôtel à Perros-Guirec, et il y avait des journalistes qui étaient là. Moi, j'avais les cheveux longs à l'époque. Et il s'est tourné vers moi, et pendant 2 heures, on a fait exclusivement un tête-à-tête. Lui, mes questions, et moi. J'avais un apprenti avec moi. Et mais c'est de ma faute, puisque c'était moi le responsable. Il n'a pas géré les piles. Ah, donc voilà. Le fameux moment où ça n'a pas enregistré. Je voyais qu'il n'était pas à l'aise, mais c'est de ma faute. Il était sous ma responsabilité. C'est moi qui aurais dû... Donc l'interview de Léo Ferré. Oui, c'est tout con, hein, 2 piles, quoi. Et c'est l'interview de ma vie, presque. Il m'est passé sous le nez. J'ai beaucoup entendu, beaucoup de personnes qui ont commencé l'erreur basique qui arrive. Quoi. Alors que ça faisait 2 ans que j'étais là-dedans. Quoi. Ça roulait, tout roulait. Mais quand vous introduisez une inconnue, qui est un inconnu, dans votre chaîne, il peut arriver des accidents. Et bon, j'étais pressé, j'étais sur mon petit nuage, et j'ai pas géré, c'est de ma faute. Hein. C'est pas lui. D'accord. Donc, vous avez travaillé donc à Radio Crazy Braze, puis à Trégor FM. Oui. Donc, comment s'est passée la transition entre du coup le monde de la radio et après, plus tard, tout le monde du cinéma, de la réalisation audiovisuelle? Alors, avant Média FM, il y a eu quand même... Avant Trégor FM, il y a eu Média FM à Carhaix. Oui. Ensuite, j'ai fait plein de boulots différents. J'étais inspecteur à la SACEM. Donc, je travaillais sur Pigalle, Barbès, et je faisais toute la perception des concerts de Concorde Lafayette à Pantin. Donc, c'est intéressant parce que vous voyez un tas de monde. Vous voyez aussi un milieu interlope, milieu de la nuit parisien. On apprend aussi vraiment beaucoup de choses. J'ai continué après une carrière de musicien qui marchait plutôt pas mal. Et puis, à la fin de ce moment dans la musique, il a fallu que je trouve un travail encore alimentaire, à savoir travailler dans un abattoir. Là, j'ai perdu mes mains de musicien, en tout cas. Et je me suis retrouvé à travailler dans un cirque en Afrique. J'étais directeur de com d'un cirque en Afrique, au Cameroun, avec des artistes de différentes nationalités. Et dès que je suis rentré, Philippe Coty, qui était le patron de Trégor FM à l'époque, m'a appelé, parce qu'on travaillait ensemble sur les animations en grande surface, des choses comme ça. Il m'a dit, j'ai besoin de quelqu'un un peu pour booster la radio. Donc, Trégor FM était je veux dire,
c'était une très bonne radio, mais qui faisait la même chose que France Bleu, et pas avec les moyens. Donc, quand je suis arrivé à Trégor FM, ils avaient 22, 23 ans d'existence, et ils avaient, en sondage médiamétrie, 2000 auditeurs. C'est pas bon pour une radio historique d'un pays, c'est pas possible. Donc, on a décidé de tout changer, avec Nicolas Vettal, le journaliste aussi, qui s'est beaucoup investi là-dedans. Et en 5 ans, on est passé à 35 000, avec un emploi supplémentaire. Je suis resté presque 10 ans à la radio et je n'avais plus l'envie. Parce que je trouvais qu'on se mettait au service des publicités. Plus au service de la radio, plus au service de l'information. La publicité est arrivée. Ouais. Elle existait depuis longtemps, mais elle ne prenait pas autant de place dans l'esprit d'une radio et de toutes les radios en général comme maintenant. Moi, j'adhérais plus à ça, j'étais fatigué, j'en avais marre, puis je me levais à 3h30 tous les matins pour faire la matinale. Bon, c'est bien joli, mais on n'a plus de vie sociale non plus quand on fait ça. D'accord. Et je faisais des reportages de terrain. Je continuais en plus l'après-midi. Et j'ai rencontré Jean-Jacques Monnier, l'historien. On a décidé de faire une quotidienne sur d'abord Trégor FM, puis Variation sur l'histoire de la Bretagne, qui a très bien marché. On a fait une redite qui a très très bien marché également. Et on en a fait on est reparti en studio complètement. On a fait un livre audio. Donc j'ai piloté des comédiens et des musiciens pour faire soit la bande originale, soit interpréter des rôles de personnages. Et la région Bretagne nous a demandé est-ce que vous ne pouvez pas nous faire la même chose en images? Ils nous ont débloqué un crédit, sauf que, alors c'était vraiment un tout petit crédit, hein. Il y a 6 heures de programme, 30 000 euros. C'est que dalle. C'est beaucoup. C'est que dalle. Et en fait, et en plus surtout, on avait 1 an, quoi. Quand vous faites un documentaire de 50 minutes, ça vous prend parfois... J'en ai fait un pour France 3 il n'y a pas longtemps, c'est 3 ans. Vous voyez 30 000 euros pour plusieurs années, c'est... Oui, mais là, on avait 18 mois pour tout faire. Ah oui, donc c'est... Donc, bon, heureusement que moi, j'avais une formation de photographe, entre guillemets, qui m'a bien servi, et c'est comme ça que c'est arrivé. Hein. D'accord. Vraiment, c'est pas le hasard, mais on va dire que c'est la nécessité qui a fait qu'on pousse des étapes qu'on franchirait peut-être plus lentement habituellement, en fait. D'accord. Alors, du coup, comment se sont passés vos débuts dans le monde du cinéma? Je vous ai un petit peu posé la même question pour le monde de la radio, mais du coup, dans ce monde-là, de la vidéo, comment ça a commencé? En fait, au début, super. J'avais pas d'expérience, donc on croit qu'on est génial, et quand on regarde le film 5 ans après, on dit putain. C'est vrai que c'est... Waouh! Non, et franchement, c'est pas mal, mais bon. Mais on était décomplexés, et puis on était militants, donc forcément on s'adresse à des militants, donc beaucoup de choses passent, quoi. Après, on apprend de ses erreurs, on progresse, et puis j'ai eu de la chance de travailler avec un monsieur qui s'appelle Franck Delaunay, qui est professeur de cinéma à Rennes, c'est le monsieur qui a créé TV Rennes, et j'ai bossé pour des documentaires France 3 avec lui, et il m'a appris beaucoup de choses aussi, ainsi que sa femme, Marie-Laurence. Puis après, quand on travaille pour la télé, on apprend des choses, forcément. Tout ça, j'ai appris sur le tas. Hein. J'ai appris sur le tas, en fait. Et après, sont venues les premières, on va dire... Quand on commence en documentaire, c'est quand même plus facile que faire de la fiction. Oui. Ça n'a rien à voir, c'est pas les mêmes process, c'est pas les mêmes coûts. Ensuite, il a fallu que je me mette, on va dire, à la fiction. Là, c'est plus du tout les mêmes ratios financiers, techniques. Voilà, c'est une autre planète, complètement, que j'adore, franchement, aussi. Les deux choses, l'un nourrit l'autre en permanence, quoi. Alors, ensuite, j'aimerais bien savoir, dans cet univers du coup, de la vidéo, du tournage, du cinéma, qu'est-ce que vous avez préféré, qu'est-ce que vous avez le plus aimé comparé par exemple au monde de la radio que vous avez connu précédemment? Qu'est-ce que vous aimez le plus? J'ai plus de liberté. Enfin, c'est-à-dire que quand j'ai commencé la radio, on était super libre, vraiment, les années 80, c'est free zone totale, mais on faisait des trucs de dingue, de malade, quoi. Et les pubs sont arrivées, donc tout s'est resserré, et je trouvais plus ma place à la radio, à Variation. C'était trop business, trop dernière, comme ça, c'est pas possible. Alors que moi, j'ai choisi mes sujets, j'ai cette chance-là.
où j'ai des commandes, mais c'est des commandes qui correspondent au réseau que je me suis créé. Donc, et puis ça reste vraiment, on va dire à 80% quelque chose qui a autour de l'histoire de la Bretagne. Et moi qui rêvais d'être professeur d'histoire, franchement, je suis comme un gamin dans un magasin de jouets, quoi. C'est-à-dire que vous travaillez avec des historiens, avec des archéologues qui n'ont travaillé que sur la Bretagne, mais on apprend plein de choses. Donc moi, je suis libre. J'ai une liberté de dingue, quoi. Et je profite de mon expérience acquise en radio pour réaliser des interviews. Ça, par contre, je le dois à la radio. D'accord. Alors, bon, j'énumère quelques-unes de vos réalisations. Donc, vous avez réalisé par exemple Ich bin ein Kadiou, Oui. le poème Cœur du cheval breton, Oui. assez récemment. Histoire de Bretagne avec Jean-Jacques Monnier, comme Oui. vous avez dit. Nominoé et les rois de Bretagne, Oui. la série on peut retrouver sur YouTube. Le reportage sur Yann Ber-Piriou, l'historien. Les poètes. Le poète, oui. Poète, écrivain, ouais. Nem et Châtiment, Les chemins d'espérance, Vie et mort de Malargé, et Komzou Brezoneg, où vous avez été cadreur et c'était sur l'accent, les différents types d'accents. Komzou Brezoneg, c'est l'idée de Laurent Join, donc, qui a été un ancien producteur de France 3, qui est chanteur, François Bretagne, qui est chanteur et comédien en breton, et qui lui avait eu cette idée de. Il faut faire du collectage sur la langue bretonne, parce que vous avez deux langues bretonnes qui cohabitent, celle qu'on apprend à l'école maintenant et celle que parlaient nos ancêtres, mais qui subsistent toujours. Et les deux langues, forcément, ne se comprennent pas trop. C'est plus la même langue, en fait. Et nous, l'idée de Laurent Join, c'est d'aller sur les communes repérer une personne qui est née sur la commune et qui y habite toujours, pour l'interviewer en breton, pour récolter, en fait, les pépites de sa langue bretonne vernaculaire, quoi. Voilà. Et donc, on fait le tour de la Bretagne comme ça. Et donc, sur un entretien d'une heure, on en conserve 7 minutes, où il y a vraiment des expressions typiques. Ouais. D'accord. Voilà. Donc, il traduit après en phonétique, mais également en breton littéraire, de façon à ce que les apprenants en breton puissent avoir un espèce de vadémécum comme ça, qui puisse leur permettre d'évoluer, quoi. D'accord. Du coup, en fait, parmi tous ces différents reportages et réalisations, j'avais remarqué que du coup, il y avait Nem et Châtiment qui ressortait un petit peu du lot. Oui. Entre tous ces reportages sur la culture bretonne, son histoire et sur ses personnages, il y avait Nem et Châtiment qui parlait donc d'une personne ayant un petit peu créé la production de nem à très grand format, à une très grande production de nem, et qui donc s'est fait attaquer par des grandes entreprises. Ouais. Cette réalisation-là change beaucoup des autres réalisations. Qu'est-ce qui, pour vous, changeait lorsque vous avez fait ce reportage-là, Nem et Châtiment? Le budget. C'est clair. C'est pas du tout la même échelle. C'est-à-dire que Yann Ber-Piriou, il n'y a pas de sous. Ich bin ein Kadiou, il n'y a pas de sous. On fait des comédiens, c'est la famille. On fait ça à très margâtre. En plus, pour Ich bin ein Kadiou, j'ai volontairement intégré les images du vidéaste de la famille et on a tourné comme lui. De façon à ce qu'il n'y ait pas un décalage entre des images super bien léchées et puis ce qu'il fait, quoi. Voilà. Vous passez à une échelle complètement différente et l'histoire en elle-même est intéressante. J'avais déjà fait un prototype qu'on avait envoyé à France 3 et c'est pour ça que j'ai dit il faut 3 ans, parce que Jean-Pierre Leroux, c'est l'unique inventeur de la conception industrielle des nems. Les Asiatiques n'y sont pas arrivés. C'est lui à Carantec. Donc il aurait pu être richissime, ce type. Donc, comme il n'en avait rien à secouer, de l'argent, il lui est arrivé ce qui est arrivé. Mais entre la rencontre de Jean-Pierre Leroux et la diffusion sur France 3, il y a 3 ans. Et un premier jet qu'on a fait pour pouvoir accrocher la télé. Et donc après, on a un budget, évidemment. C'est pas les 30 000 euros qu'il y avait eu pour 18 mois. Voilà, vous avez 30 000 euros pour l'équivalent de 6 documentaires de 52 minutes. Et là, on a 55 000 euros pour un documentaire. Vous voyez l'échelle? Ouais, ça n'a rien à voir. Et vous avez montage avec France 3, tous les scènes de fiction moyens France 3, donc caméra, éclairagiste. Quand j'ai commencé, on n'avait pas tout ça. Dans les réals, il y a un truc qui n'est pas connu, c'est le musée Breizh Odyssée à Landévennec, où là, j'ai réalisé une 40aine de vidéos, mais c'est tout avec des comédiens.
Voilà, c'est des trucs de 3 minutes, 4 minutes, ça c'est vachement bien, c'est des formats courts, sur fond vert, ou pas d'ailleurs. Et ça permet de travailler Moi j'ai bossé avec des comédiens, mais super quoi. En Bretagne, on a des pointures. Waouh! Vous pouvez citer peut-être quelques noms Delphine Ledoux, Nolwenn Corbel, Arnaud Monteliveau, j'ai peur d'en oublier certains. Ne vous inquiétez pas, c'est une liste exhaustive. Oui, voilà. Bon, voilà. Très bien. Donc, maintenant pour enchaîner, comment est-ce que vous avez rencontré Jean-Jacques Monnier et est-ce que vous continuez à travailler avec lui pour de futurs projets Oui, on en est à notre 200e conférence là. On en fait une samedi prochain. Le tour de la Bretagne, on est même allé en Pologne, à la frontière russe, en 2017, pour faire une conférence sur la Bretagne dans une synagogue. Enfin, c'est surréaliste. C'est vrai que... C'est surréaliste. Et oui, on produit. Alors, c'est réalisé par Loïc Chaperon, un ancien de TV Trégor. C'est un film, c'est une bonne idée qu'a eu Jean-Jacques Monnier là-dessus. Ça s'appelle L'histoire à notre porte. Et ce sont des histoires d'un pays breton, c'est-à-dire le Trégor. Trégor finistérien, le Poher, le pays Ficelle, le pays Fanche. Et en fait, l'avantage de ça, c'est qu'on apprend l'histoire d'une autre façon. C'est-à-dire que quand vous apprenez l'histoire générale d'un pays, comme la Bretagne, ben c'est généralement les têtes couronnées. Hein. Oui. Vous voyez, les ducs, les rois, les machins. Et puis quand on fait l'histoire d'un pays, c'est le peuple. Donc ça fait se rejoindre et on apprend des choses super, quoi. Donc je continue ça avec Jean-Jacques et on est sur un gros projet là de film cette fois-ci qui va on espère qu'il va être produit autour de l'écrivain Anatole Lebras, dont ça va être l'anniversaire de sa mort en 2026. Anatole Lebras qui avait écrit Les légendes de la mort. Voilà, les contes de la sirène, des choses comme ça. Ça, je crois que oui, j'ai entendu parler. Oui. Qui était collecteur et il a une part de lui qui est peu connue, mais c'est lui qui a parcouru les États-Unis sans avoir d'ailleurs de mandat de la France en 1913, je crois, pour que les États-Unis rentrent en guerre dans le conflit de 14-18. Voilà, c'est un personnage qui a une épaisseur, qui en plus a vécu un drame personnel, puisqu'en 1901, il y a 13 membres de sa famille qui sont noyés. Ah oui. Alors, père, belle-mère, 4 sœurs, neveux, nièces et des amis du village, quoi. Ah oui, donc il est devenu cheveu blanc d'un coup. Lors de quel événement? Noyade. Ah oui, une noyade au large de Tréguier. D'accord. Et il a été marié avec une Américaine. Et de ce mariage-là est née une union et une descendante d'Anatole Lebras, dans un groupe de rock'n'roll américain vachement connu qui s'appelle les Talking Heads. Et elle vit, on va dire, 3 mois de l'année, tous les ans, à Port-Blanc. Et donc, elle va intervenir dans le film parce qu'on va la faire un peu comme Jacques Carrois qui était revenu en Bretagne sur ses origines. Elle, on va la faire aller à la recherche de son ancêtre, quoi, en fait. D'accord. Alors, vous contez beaucoup d'histoires de la Bretagne. Vous avez travaillé avec beaucoup d'historiens différents. Mais vous avez même dit que l'un de vos rêves était du coup d'être professeur d'histoire. Mais, du coup, ma question, qui peut paraître assez vague, c'est quelle était votre raison qui vous a poussé à vouloir essayer de conter les histoires de la Bretagne? Qu'est-ce qui vous passionne? Qu'est-ce qui vous a passionné? Alors, ça vient de mon grand-père, que j'ai jamais connu. Vous savez, il y a quelquefois des bagages que vous livrent vos ancêtres comme ça. Un jour, vous ouvrez la boîte et vous trouvez le message. Quand mon grand-père paternel est mort, c'était juste après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, mais lui, il a fait la guerre 14. Il a fait tout. Alors, il a fait Verdun, le chemin des Dames. Il a fini à Salonique. Enfin, lui, il est rentré en 1920, quoi, parce qu'il est allé dans les Balkans. Enfin, bon, tout fait. Et il a été gazé. Et il a survécu, mais bon, il est mort quand même des séquelles. Et le dernier mot qu'il a dit à mon père sur son lit de mort, il a dit « on s'est fait baiser la gueule ». Et mon père, ça l'a marqué, et mon père me l'a transmis, et moi, ça m'a marqué aussi. Et je me suis dit, mais ça veut dire quoi, on s'est fait baiser la gueule? Et c'est comme ça que, bon, en plus, alors, contexte FLB, contexte Radio Kreisbreise, où forcément on apprend la Bretagne, mais vraiment on est dedans.
Et je me suis aperçu, quand je disais tout à l'heure qu'il y en a qui se posent des questions et d'autres qui ne se posent pas, quand j'ai commencé à me poser des questions sur la Bretagne, j'ai vu que, waouh, d'abord, elle était quasiment interdite d'être racontée. Je vais vous donner un exemple. Quand on a sorti le DVD avec Jean-Jacques Monnier chez Skolvreis, on a un député qui est venu menacer notre éditeur pour pas que ça sorte. Au XXe siècle, quand même. Donc, pour quelle raison? Mais c'est touchy. Quand vous faites de l'histoire de la Bretagne, vous faites de la politique. C'est clair. D'une certaine manière, mais qu'est-ce qui aurait pu le déranger C'est juste de l'histoire. Ça dérange, mais vous savez que quand vous faites de l'histoire de la Bretagne, vous dérangez énormément de gens. Parce qu'il y a une doxa de l'État français, qu'on appelle en gros le jacobinisme, qui a malheureusement qui a ses travers, et qui transpire plus par ses travers que par ses qualités, en fait. Et qui ne supporte pas qu'il y ait une autre vision de l'histoire ou du roman national que celle qui est distribuée comme ça aux jeunes, aux élèves. Hein. Vous ne pouvez pas dire, par exemple, ils ne reconnaissent toujours pas qu'il y a eu des rois en Bretagne, mais malheureusement, si la Bretagne s'appelle Bretagne, c'est parce que les rois bretons gagnaient contre les Francs. Vous voyez, il y a plein de choses comme ça. Et donc, oui, vous voyez, on en est là quand même. Moi j'étais naïf, hein. Je me disais, bon, il y a une certaine condescendance de la France, oui, les militants bretons, c'est des chevelus, c'est des barbus, des babas, machin et tout, avec des sabots, qui boivent du cidre et qui se tiennent le doigt par les... Voilà. Bon. Mais je ne pensais pas qu'il y avait un activisme anti-breton et surtout acharné sur faire connaître l'histoire des gens. D'accord. Voilà. Et donc, ça m'a... bien sûr, encore plus forcé à y aller, quoi. Moi, si on me dit qu'il ne faut pas y aller, évidemment que je vais y aller. Oui, c'est raison de plus. Quand je disais bac+2 punk, c'est un peu ça. Mais quand on fait ce métier que vous faites, comme le fait Alain, on va toujours là où c'est obscur. Sinon, on ne fait pas ce métier. Oui, mais je n'imaginais pas qu'effectivement, ça pouvait être posé souci sur l'histoire de la Bretagne. Je savais qu'il y avait... Il y a eu, j'avais vu un reportage qui parlait de ça justement, c'était sur la vision des Bretons ou alors des différentes régions de France à certaines époques en France. Et apparemment, effectivement, il y a eu des moments où, par exemple, être breton était très péjoratif. Oui. C'était une chose très très mal vue, comme il y avait certaines régions de France qui étaient très très mal vues et la Bretagne en faisait partie. Mais alors je ne sais pas s'il y a réellement un rapport avec ça, mais... Je vais vous faire une citation. On est au 19e siècle, vous avez un gars, je crois que c'est Anatole Monzier, qui dit « Créons pour l'amélioration de la race bretonne une sorte de prime comme celle que nous réservons aux chevaux. Et faisons en sorte que le clergé nous seconde en accordant le baptême qu'aux seuls enfants parlant le français. » Ah oui. Voilà, et il y en a des kyrielles. Oui, là c'est directement... Oui. Il y en a des kyrielles comme ça. Vous ne l'avez pas pour l'Alsace, vous ne l'avez pas pour la Corse, vous l'avez que pour la Bretagne. Alors, il y a des raisons à cela. Mais et c'est comme un fil d'Ariane, si vous voulez. Quand vous commencez à dérouler ça, mais vous dites, mais c'est pas possible, mais c'est pas possible, mais c'est pas possible. Et vous en faites votre vie. C'est comme ça. Je vois. Donc, maintenant, une petite question un petit peu plus amusante. Ce serait, avec toute votre expérience sur l'histoire de la Bretagne, comment vous caractériseriez le mieux le peuple breton? Comment vous... C'est des cons. Parce que s'ils savaient, franchement, c'est des cons. Mais s'ils savaient. Non, inventif. Inventif, ouais. D'accord. Inventif. Pourquoi donc? Il faut voir tout ce qui a été inventé par la Bretagne. Mais la folie, quoi. Là, dans le cadre du musée, le centre d'interprétation Breiz Odyssée à Landévennec, je suis allé visiter 10 chefs d'entreprise qui avaient des idées. Par exemple, un type qui arrive à faire chauffer 100 personnes en brûlant des pneus, en dépolluant, et voilà, ou du lisier. Un gars qui arrive à travers un appareil spécial à créer de l'eau à partir de l'air. Et c'est industriel, hein, tout ce que je dis. C'est des brevets, c'est déposé, c'est exploité. C'est au départ un brevet du sud de la France, et le gars a dit, il n'y a qu'en Bretagne où je peux le faire. Ah non, mais vous avez une idée tous les 2 mètres.
ici, quand même, Alcatel-Lagnon, quoi. L'écran Oui. plat. Oui, c'est vrai que ça ok. vient d'ici. Hein, bon, mais inventif sur plein d'autres choses. Je vais vous Mhm. donner un exemple. La plus vieille carte topographique du monde, Mhm. elle est en Bretagne, c'est le Han, c'est l'âge du bronze, moins 6000. La plus vieille machine hydraulique du monde, Paul, c'est l'époque des Gaulois, une bielle pour arroser. Enfin, vous en avez plein. Et c'est sourcé par les archéologues, je veux dire. Le feu a été... Enfin, pour l'instant, les archéologues savent que le feu a été découvert en Armorique, dans la péninsule armoricaine, 45 000 ans avant le reste de l'Europe. C'est pas 500 ans, c'est pas 4 000 ans, c'est 45 000 ans. C'est presque une civilisation 3.0. Les archéologues savent maintenant que tout ce qui est mégalithisme est parti de l'Armorique. Je vous pose une question. La plus vieille pyramide du monde, elle est où? Je suppose qu'il y a peut-être... À 1 heure d'ici. Ah oui? Le Grand Cairn de Barnénès. D'accord. Vous pouvez visiter. C'est comme une pyramide à étages précolombienne. 3000 ans avant la première pyramide d'Égypte. Alors quand je vous dis inventif, je suis dedans. Et con. Et con à la fois. Bah ouais, parce que franchement, c'est pénible. Alors, vous avez parlé que vous avez été musicien, mais Oui. vous avez également, du coup, été manager de différents groupes. Donc, Oui. vous avez été manager du groupe Ar Re Yawak. Ariawank. C'est pas grave. Répétez. On vous garde quand même. Merci beaucoup. Kern et Diben. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça s'est passé, comment ça se passe, le métier, du coup, de manager de différents groupes de musique? Oui, je peux. Je revenais de la SACEM et c'est la grosse explosion de la deuxième vague bretonne. La première vague, on va dire, c'est Stivell, Glenmore, les Trianes et les premiers Festounos qui arrivent, les David Armenès, tout ça. Et puis, poum, il y a un collapse. Enfin, collapse en Bretagne et en France. Mais les Trianes, Stivell, ils tournent dans le monde entier. Stivell remplit des stades en Australie, en chantant en breton. Vous n'avez pas un seul Français qui a fait ça, à part les Daft Punk, mais ils chantent en anglais. Oui. Stivell, qui fait le Royal Albert Hall à Londres. Il y a plein de choses. Mais on ne les voit plus. Donc, il semble que la musique bretonne tombe en désuétude. Or, eh bien, se passe ce phénomène, c'est que vous avez des jeunes qui reprennent le flambeau. Ils ont été élevés au rock, ces jeunes-là. Et tout d'un coup, poum, la sauce reprend. Et Ariawank fait son premier album. Il a d'abord fait une cassette, mais d'abord, après un album live à Melcarré. Je connais très bien Stéphane De Vito, le bassiste de Ariawank, parce qu'on a joué pour le même rocker, en l'occurrence Patomé, comme bassiste. On a eu la même expérience tous les deux avec lui, donc ça crée des liens forcément. Il me dit, mais toi, comme tu viens de la SACEM, ça ne te branche pas d'être manager de groupe. Et je ne connaissais pas du tout le métier. Je dis, ouais. Et voilà, que dire de plus? Ça a explosé. Ça a explosé, quoi. Moi, je me rappelle la Plouarette, ça faisait 2 ans qu'on était ensemble. On fait un Fesnose. J'étais à côté de la table de mixage. Il y avait la queue pour signer des contrats, quoi. Et la queue, mais c'était blindé de monde. Blindé de monde. C'était 25 francs l'entrée au Fesnose, donc c'est 4 euros. Pour entrer à 9h, vous finissez à... 6, quelque chose pour 1 euro. 6,6 francs pour 1 euro, non? Je ne sais plus, ouais. Un truc comme ça. Et en tout cas, vous rentrez à 9h, vous finissez à 4h du mat. Et vous en avez pour votre argent. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai ramené dans Ariawank d'abord une console de retour, qui s'entendait bien parce que les mecs, ils jouaient fort. Donc, je dis, vous n'entendez pas les mecs. Donc, on fait une console de retour. Après, j'ai amené des fumigènes et des lumières. Et là, du coup, le Fesnose, il a pris, poum. Et du coup, tout le monde voulait faire pareil. Et on était très copains avec Carrément Chaud à l'époque, autre groupe qui cartonnait. Et ouais, c'était... pour la santé, c'était compliqué. D'accord. À bien des égards. C'était compliqué pour la santé. Je vois. Est-ce que du coup, vous faites parfaitement la transition. Donc, profitez-vous des festivals bretons connus à l'international, tels que les Vieilles Charrues? Est-ce que vous faites fréquemment des festivals? J'ai joué 3 fois. Alors 2 fois avec un groupe, on faisait la prévention sida et toxicomanie, qui s'appelait Mister X. Donc, alors, on n'était pas dans l'enceinte du festival,
mais juste à l'accueil, à côté, devant les tentes ACT UP, SIDAction et tout ça. Parce que j'ai travaillé aussi dans les prisons. J'ai fait la prévention, sida, toxicomanie. Oui. J'ai fait toutes les prisons du Grand Ouest et toutes les banlieues du Grand Est dans les années 90. Après Ariamank, en fait. Et j'ai joué aussi, alors cette fois-ci pour les jeunes charrues, avec un groupe, c'était le revival là, du rock pour moi. Je jouais avec des petits jeunes qui avaient 18 ans, j'en avais 33. C'était compliqué pour la santé aussi, mais pour eux. Ils n'avaient pas, tenaient pas la route, les mecs. Mais c'était des super bons musicaux. On a fait tremplin, on a fini à la finale des vieilles charrues. Et c'est Hocus Pocus qui a gagné parce qu'on a mal joué ce jour-là. Et du coup, est-ce que vous vous êtes renseigné par rapport à la prochaine programmation? Je ne vais plus dans les festivals. D'accord. Le seul festival dans lequel je suis allé, c'est le Hellfest. Je suis allé 2 fois. En fait, moi, je suis métalleux à l'origine. Ça ne m'intéresse plus. Parce que je trouve que ça picole trop. Les groupes, franchement, ça me gave. Ils chantent tous pareil. C'est tous la même musique. Ils n'ont plus de voix. Et puis, c'est trop formaté, les shows, quoi. Vous faites 40... Vous regardez... j'avais vu ça avec De Palmas. Déjà, ça m'avait gavé. Il est arrivé que quand De Palmas a eu son beaucoup de succès, je ne sais pas pourquoi, je me suis retrouvé à ces 3 concerts en Bretagne. Ah oui. Mais je ne sais pas pourquoi, j'étais invité, je crois. Et ils sortaient les mêmes blagues qui paraissaient spontanées au même moment, quoi. Ah, le problème. Ah putain, je dis, les salopards, et jusque-là, quoi. Et Muse, pareil. J'ai vu 3 fois Muse, et c'était la même chose. Ah, j'ai dit, la merde, moi, c'est pas ça, le live. Le live, c'est tu joues, tu as ton set, et puis tu vois ce qui se passe, et tu interagis avec le public. Mais si tout est super contrôlé, il n'y a plus de fun, quoi. Oui. Moi, ça ne m'intéresse plus. Et tous les concerts, c'est comme ça. Au Hellfest, ça m'a dégoûté. J'ai vu tous les groupes que j'aimais, mais il n'y avait pas le... c'est comme si tu vas à l'usine et que tu fais, je sais pas moi, 35 000 boyaux de cochon dans ta journée. Si tu fais pareil en faisant du rock, il faut arrêter, il faut changer de métier. Oui. Ils sont là que pour la monnaie, en fait. À la base, c'est sûr que c'est un métier plutôt créatif et que là, ça peut paraître plus... Ouais. Après, peut-être, c'est sans doute pas la faute des musiciens de base. On suppose peut-être qu'ils préféreraient... Tu vois, tu interagis avec ton interlocuteur. Voilà, là, tu es dedans. Et ben, je vais te dire une chose. Je pense honnêtement que tout ça, c'est devenu cynique et que c'est qu'une histoire de blé. Je pense. Vision un petit peu péjorative de la chose, oui. Ouais, je suis peut-être un vieux con, je ne suis pas ronchon pourtant, mais je rêve plus, quoi. Moi, honnêtement, je n'ai pas envie d'être un vieux con, mais je rêve plus. Quand j'écoute de la musique, là, donc je reviens au classique. Je me réécoute Bach, Eric Satie, puis de temps en temps, Supertramp, les Sex Pistols, Metallica, Anthrax. Les Sex Pistols qui arrivent d'ailleurs au Vieux Charru. Il en reste plus que 2. Oui, bon, c'est vrai que là, j'ai vu sur la photo, je ne m'étais pas beaucoup intéressé, mais j'ai vu qu'effectivement, il y en avait un qui avait l'air d'avoir 30 ans, comparé aux autres. Voilà, tu as tout compris. Sex Pistols, il a 30 ans. C'est vrai que du coup, on voit ça, on peut se poser des questions. Imagine ça dans une équipe de foot. Tu vois, tu as un monde France-Argentine, et puis tu vois, je ne sais pas, Henri Michel. Tu ne connais pas Henri Michel, numéro 10 du FC Nantes en 1985. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'il fout? Voilà. Ah, mais c'est l'équipe de France, man. Bah non, tu vois. Après, bon, personnellement, j'aime beaucoup passer du temps dans les festivals. Chaque année, je vais, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez les Petites Folies à Lampol-Plorzel. C'est au nord de Brest, c'est à 45 minutes de Brest. C'est un petit festival où je suis allé beaucoup de fois parce que mes grands-parents y travaillaient très fréquemment. C'est vrai qu'en fait, ça peut paraître un petit peu triste vu comme ça, parce que j'ai connu ce festival-là quand il n'y avait qu'une seule scène, que c'était pas très... et forcément, là, je vous donne la raison, alors que j'aimerais pas. Mais t'es jeune et ça fait partie de... Moi, à ton âge, forcément que j'aimais les festivals. T'as envie de rencontrer, tu vas pas rester chez toi
à jouer au Scrabble, quoi. Ouais, mais c'est sûr que quand j'ai pu voir ce festival-là se grandir, et ça me fait plaisir de voir ça, mais j'ai de la famille, des amis de la famille de ça qui ont travaillé en tant que bénévoles et qui m'ont raconté effectivement que derrière le rideau, souvent, ça devient de plus en plus salaud sur certains points. Par Ouais. exemple, pour l'anecdote, avant, tout le monde se connaissait parce qu'il y avait très peu de bénévoles qui y travaillaient. Et du coup, il y avait par exemple ils offraient des cadeaux ou alors ils donnaient des bières gratuites Ouais. à toutes les personnes. Et maintenant, c'est plus le cas. Et C'est et juste toi- une petite anecdote. Ouais, Forcément, ça mais veut toi, pas qu'est-ce que forcément tu aimes dire. dans le festival, toi? Les musiciens, donc effectivement, on oublie le reste, mais spécifiquement pour ce festival-là, je fais très attention à ce qui se passe derrière, parce que c'est dans l'une de mes villes natales, Lampol-Ploerzel, donc c'est vrai que ça m'attriste d'apprendre ça. Mais après, pour des plus grands festivals comme le Yesharu, qui est connu à l'international, là, je n'y prête plus attention, étant donné que je sais déjà de base que c'est tellement quelque chose d'énorme, que les noms qui vont dans le festival sont tellement connus que forcément, il y a forcément une grande partie où ça pense plus à l'argent qu'à d'autres choses. Qu'est-ce que tu préfères, toi? Un petit groupe pas connu, je veux dire, qui te fait voyager, ou un grand groupe connu Un petit groupe pas connu, effectivement, si ça me fait voyager. Par exemple, moi aussi j'ai une anecdote là-dessus. Donc, aux Petites Folies, il y a 2 ans de cela, j'ai découvert un groupe qui s'appelle Brindzinc. C'est un groupe brestois de rockers que j'écoute encore, que j'ai adoré, mais qui est inconnu, que j'ai vraiment adoré encore maintenant. Et l'année dernière, au Vieille Charrue, a été annoncé en tout dernier, en tête d'affiche, David Guetta. Et alors, j'ai détesté son show, mais j'ai avant? détesté. Vraiment, le seul truc que j'ai bien aimé, c'était l'immense écran de 30 mètres de haut avec des effets magnifiques. Mais sur les 30 chansons qu'il a dû sortir, il y en a dû y avoir 5 qui étaient de lui. Les seules chansons connues qui ont vraiment fait danser les foules, c'était du Avicii, alors que le pauvre s'est suicidé il y a de cela au moins 7 ans. C'est triste, effectivement, sur cet aspect-là. Donc, pour vous répondre à votre question, je dirais un petit groupe pas connu, mais qui fait au moins vibrer. Donc, Oui, vous avez raison. Oui. Donc, parce que c'est une question de vibration. C'est vrai. Mais en tout cas, je vous conseille quand même d'aller aux Petites Folies. C'est fait faire de la promo. Ouais. Bon. Très, très bien. Donc, pour finir, nous arrivons presque à la fin. Vous avez parlé vous avez travaillé pour au niveau de la prévention contre la drogue et le sida pour la DDASS. La DAS. La DAS, pardon. Vous avez parlé de l'histoire de la Bretagne, de ces personnages. Vous avez travaillé dans plein d'environnements différents. D'où provient votre engagement dans tous ces combats pour lesquels vous avez travaillé J'aime pas l'injustice. Voilà. Et j'ai un métier qui permet de le montrer. En fait, c'est tout. Je pense que c'est un truc de gamin, ça peut-être encore. Parce que quand on est gamin, on a envie on s'imagine chevalier, défendre la veuve et l'orphelin, et puis il y en a, ils finissent à faire tout à fait autre chose. Moi, j'essaye à mon modeste niveau de faire ce que je peux. Je ne supporte pas, c'est criant l'injustice. Et il y en a de plus en plus, dans le monde dans lequel on vit. Moi, si on m'avait dit quand j'avais 7-8 ans, tu verras ci, tu verras ça, je dis, mais vous me racontez des conneries là. Il faut voir ce qui se passe, voir le monde dans lequel on vit là actuellement. Et comment tout ça s'accélère. Il faut se réveiller. Et pour finir, quels sont vos projets futurs prévus ou que vous avez commencé J'en ai. Alors là, je suis sur plusieurs choses. Donc, il y a les 40 ans de Coref, la bière Coref. Là, donc, il y a un musée Coref à Carhaix qui refait peau neuve, à l'intérieur duquel je vais faire quelques vidéos. Je travaille aussi sur des projets Erasmus depuis quelques années. Donc là, je suis des jeunes Portugal, Roumanie,
Pologne-Allemagne. Donc on a tourné là, tournage très physique à Chaptal, à Saint-Brieuc, c'était la folie. Et on fait les interviews là et on monte. Qu'est-ce que j'ai encore? Alors j'ai un film là que je produis. On va faire un Kiss Kiss Bang Bang bientôt. Alors qui s'appelle Dieu, la Bretagne et la fin des temps. C'est par rapport aux prophéties de Marie-Julie Jahenny, qui est une voyante du 19e siècle, qui habitait à Blain, à côté de Blain à Nantes, et qui avait prédit la guerre 14, la guerre 39-45, mai 68, la guerre d'Algérie, et des événements plus proches de nous, et peut-être des événements futurs. Donc, dans ces prophéties, il est souvent question de la Bretagne qui aurait, on va dire, dans les cas de tribulation apocalyptique, un destin beaucoup plus, on va dire, privilégié que les autres pays du monde. Et on essaie de savoir pourquoi. Donc on le sait parce que historiquement, il y a des liens, il y a des choses. Et ça, c'est un angle de vue. Et en même temps, on explique aux gens qu'en Bretagne, il y a eu des grandes mystiques depuis le 5e siècle. En gros, voilà, c'est ça. Donc ça, c'est un film que je produis, mais que on va faire financer aussi. J'ai un film en gestation avec une boîte de prod pour France 3 sur un monsieur qui s'appelait Jean Kergrist, qui avait un personnage qui s'appelle le clown atomique et qui a été un monsieur qui s'est beaucoup battu pour l'écologie dans les années 70 jusqu'en 90 et qui m'avait demandé avant de mourir, Olivier, je veux que tu fasses mon film, parce qu'on était du même bled, quoi. Et j'avais été tourné, et puis à l'époque, sa veuve ne voulait pas qu'on monte des images de lui, alors qu'il n'y avait aucun problème. Et comme il travaillait avec un monsieur qui s'appelait Jean Brun, ou Jean Lebrun, pardon, qui travaillait à France Culture, on arrive à débloquer là, le film. C'est compliqué. Et ça, je voudrais le terminer, ce film-là. J'en ai un autre aussi. Alors, ça, c'est autre chose encore. C'est en état de gestation, mais c'est un éditeur qui a acheté des locaux. Enfin, c'est un truc de malade. Et qui veut en faire un studio de fiction. Voilà. Et on fait le pilote de sa première série. Je ne sais pas si vous connaissez The Chosen, ça ne vous parle pas? C'est la série américaine à succès qui parle de la vie de Jésus. Donc c'est un peu sur ce modèle-là. Mais sur l'évangile selon Maria Valtorta, qui était une voyante italienne, qui entre 1941 et 54 a écrit 120 000 pages d'une traite, et c'est les évangiles complètement, alors pas du tout modifiés, mais augmentés. Et ce qui s'est passé, c'est que ce qui a été dit en 1940, d'un point de vue archéologique, ça a été découvert à partir des années 2000. Donc, ça a tendance à valider ce qui a été dit, quoi. Et donc, l'éditeur mondial, il est français et il est breton. D'accord. Et voilà, on va travailler avec des vrais décors. Et voilà. Donc, j'ai été obligé de casser ma tiara pour acheter des caméras. Ça fait mal. Ça fait mal. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. En tout cas, c'est moi, c'était vachement sympa. C'était bon les tagadas. Il y en non, a à la fin. Si vous en voulez. Ouais, bah comme ça, en plus, c'est dégueulasse parce que les tagadas, vraiment, t'as les dents rouges. Tenez. Je me suis dit, mais ils vont pas me la faire. Ils m'en fait quand même. Et si.